Dès ma naissance, je suis enlevée de ma mère et ensuite je suis mise dans les bras de mes parents commanditaires. Ma mère biologique, c'est une femme qui est pas stable psychologiquement parlant. Qui est ma mère? Où est ma mère? Qui suis-je? On peut pas louer un corps, on peut pas vendre et acheter des enfants, on peut pas séparer un enfant à la naissance de sa mère, on le fait pas avec des animaux. Je vois pas pourquoi on le ferait avec des humains. Les troubles psychologiques viennent du fait d'avoir été séparés à la naissance de nos mères. Cet arrachement, c'est pas tant le fait d'avoir été échangé contre un chèque et d'avoir un prix sur la tête qui m'a fait du mal, c'est de me dire qu'à un moment donné, on m'a pris de ma mère. Bienvenue sur Feméliste, là où les esprits libres prennent le pouvoir. Feméliste, Feméliste, Feméliste. Aujourd'hui, sur Feméliste, on reçoit Olivia Morel pour parler de son livre bouleversant « Où es-tu maman ?», paru aux éditions du Rocher. Le témoignage poignant d'une femme née par GPA. Olivia Morel est née aux États-Unis par gestation pour autrui, d'une mère porteuse américaine et du sperme de son père. Pendant longtemps, elle a ignoré les conditions de sa naissance, mais une intuition tenace, une enquête personnelle et un test ADN vont faire basculer sa vie. Olivia Morel a vécu une horreur que peu de personnes osent raconter, être née d'un contrat. Arrachée dès la naissance à la femme qui l'a portée, élevée sans jamais connaître ses origines, elle raconte la violence de cette séparation, les séquelles invisibles que cela laisse dans le cœur, dans le corps, dans la psyché. Elle dénonce aujourd'hui ce qu'elle considère comme une marchandisation de l'enfant et du corps des femmes. Ce sujet nous touche profondément parce qu'on nous vend la GPA comme un progrès, comme un acte d'amour. On en parle dans les médias avec des mots doux, des visages souriants, des photos parfaites, mais on n'entend jamais ce qu'on fabrique, ce qu'on achète, ce qu'on arrache. Quand j'ai lu le livre d'Olivia, j'ai été saisie par sa sincérité, par sa douleur, par son courage, et j'ai eu envie qu'elle vienne nous parler ici sur Feméliste pour remettre un peu de vérité là où il y a souvent du marketing, de la novlangue et des intérêts financiers énorme. Alors aujourd'hui, on va parler de la réalité de la GPA, de ce que ça fait de ne pas savoir qui est sa mère, de ce que ça coûte de prendre la parole quand on dérange un système. Olivia Morel, bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'être ici. Un jour, ta belle-mère Pascale, qui était sensible à ta souffrance, t'a offert un test MyHeritage pour faire un test ADN. Est-ce que tu peux nous raconter la suite ? Alors un jour, ma belle-mère Pascale, ma belle-mère Pascale d'amour, que j'aime particulièrement, m'a vue souffrir. En fait, j'étais avec son fils, mon mari, depuis déjà 8 ans. Et elle me voyait souffrir énormément. Je faisais des dépressions, j'étais pas bien, j'étais en colère. Donc ce jour-là, à mes 30 ans, elle m'offre ce fameux test ADN, MyHeritage DNA, qui, je précise, était légal à l'époque, parce qu'après, la France a rendu illégal les tests ADN. Elle m'offre ce test, et c'est vrai qu'il me faut déjà quelques secondes pour comprendre ce qu'elle est en train de m'offrir, parce que je ne savais pas que ça existait. Et puis, je la remercie, et il va me falloir à peu près 5 jours pour prendre ce test, parce que je me dis, mais en fait, si je prends ce test, est-ce qu'on va découvrir que je suis vraiment née de mère porteuse? Est-ce que mon instinct, depuis que je suis toute petite, me dit la vérité? Est-ce que je suis pas... est-ce que je dis la vérité depuis que je suis toute petite? Donc, je mets 5 jours pour le prendre, je prends ce fameux test. Ce fameux test, donc, c'est un petit... encore un petit... comment dire? C'est un coton-tige qu'on passe dans la bouche, on remet dans le tube, on renvoie aux États-Unis. Et 3 semaines plus tard, les tests reviennent. Donc c'est une petite notification qu'on reçoit sur son mail. Et ce jour-là, je suis dans le lit avec mon petit garçon de quelques mois à côté de moi, mon mari. Il est 5h du mat', je me réveille, je vois cette notification. Et je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? J'ai mon cœur qui bat à 10 000. J'ouvre la notification, j'ouvre l'application, et je vois enfin la preuve que je suis vraiment née de mère porteuse. En réalité, je n'ai pas de pourcentage de sang français dans mon sang. Je suis en très vaste majorité lituanienne, norvégienne et suisse. Et ensuite, donc on descend dans ce test ADN, des choses que je ne savais pas. On est matché, en fait, notre ADN est matché avec les ADN d'autres personnes qui ont déjà pris ce test. Et je vois que j'ai une cousine. Je vois que j'ai une cousine germaine. Et je vois aussi que j'ai un oncle. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu prise
dépourvu, je sais pas trop quoi faire, mais je décide donc de lui envoyer un message à ma cousine, Jen, qui m'a répondu quelques heures après. C'est vrai que les premiers échanges sont c'est un peu maladroit parce que je ne savais pas trop comment aborder le sujet. Oui, bonjour, je suis Olivia, je suis ta cousine. Je pense que je suis née de mère porteuse. Est-ce que tu sais qui a pu faire une GPA dans la famille? Et elle m'a répondu très gentiment. Et c'est elle, en réalité, qui m'a conduit à mon demi-frère, mes demi-sœurs et ma mère porteuse. Et c'est là où j'ai enfin pu avoir les réponses à toutes les questions existentielles de ma vie. Donc, qui suis-je? D'où viens-je? Qui est ma mère? Qui sont mes aïeux? Pourquoi j'ai la mâchoire comme elle est aujourd'hui? Pourquoi ma fille a cette mâchoire aussi prononcée? Pourquoi j'ai les yeux bleus de cette couleur-là? Pourquoi? Et ça a été extraordinaire. Alors, comment es-tu née? Quelles sont les conditions de ta naissance? Alors moi, je suis née aux États-Unis, au Kentucky, en 1991. Donc à l'époque, c'est vrai que la gestation pour autrui, c'était plutôt une gestation pour autrui dite traditionnelle qui était faite. Donc on utilisait les ovocytes de la mère porteuse et généralement le spermatozoïde du parent d'intention, donc du papa d'intention, donc de mon père. Donc c'est comme ça que moi, je suis née. Je suis née donc par gestation pour autrui traditionnelle. Aujourd'hui, la gestation pour autrui traditionnelle est moins pratiquée. On va dire qu'elle est pratiquée à hauteur de 30% dans le monde et 70% des gestations pour autrui sont dites gestationnelles. Donc on va utiliser l'ovocyte soit de la mère d'intention, soit d'une donneuse d'ovocytes pour faire l'enfant avec les spermatozoïdes du papa d'intention ou d'un don de sperme aussi. C'est possible. D'accord, et donc tu nais aux États-Unis par cette mère porteuse, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc tes parents te récupèrent directement, tu passes du temps à l'hôpital avec ta mère, quel est le Alors, ce qui se passe, c'est ma mère, alors, on va reprendre la question depuis le début. L Les premiers instants ont été, moi enfin, c'est vrai que c'est ma mère biologique, ma mère porteuse qui m'a expliqué les premiers instants de ma vie parce que je ne les connaissais pas. Donc, dès ma naissance, je suis enlevée de ma mère et je suis mise dans un petit panier à côté pour être nettoyée et ensuite je suis mise dans les bras de mes parents commanditaires. Il n'y a aucun moment où je transitionne dans les bras de ma mère, biologique, donc je suis immédiatement donnée à ceux qui m'ont achetée. À ce moment-là, précisément, j'ai un certificat de naissance qui va être délivré. Ce certificat de naissance, sur ce certificat de naissance va être inscrit donc le nom de ma mère porteuse ainsi que le nom de mon père biologique. Ce certificat de naissance va être ensuite fermé par un tribunal et un nouveau certificat de naissance va être délivré au bout de quelques jours avec le nom de ma mère d'intention sur mon certificat de naissance avec le nom de mon père biologique sur le certificat de naissance. Donc c'est un faux. C'est un mensonge, en fait. C'est un très gros mensonge qu'on nous raconte. Oui, on m'a volé mon identité et mes origines en fabriquant ce certificat de naissance. Et ça, Ce c'est faux légal? certificat de naissance. C'est absolument légal. C'est ce qui se passe. Généralement, aujourd'hui, ce qui se pratique, c'est qu'on fait un pre-birth order, donc on commande ce certificat de naissance avant la naissance de l'enfant. C'est ce qui rend les choses beaucoup plus pratiques quand l'enfant naît. On a déjà de suite le faux certificat de naissance en main. On n'a pas besoin d'attendre que le tribunal délivre le nouveau certificat de naissance et ainsi de suite. Mais oui, bien sûr, c'est un mensonge. C'est un pur mensonge qu'on nous raconte. Et on nous vole littéralement notre identité. Donc tu as réussi à retrouver ta maman biologique. Par quel biais et comment ça se passe les échanges avec elle? J'ai retrouvé ma maman biologique, donc grâce à ma cousine qui avait été matchée avec moi dans MyHeritage DNA. Et on a commencé à communiquer. Donc c'est ma mère biologique qui m'a contactée. C'est pas moi qui est allée la contacter. Je voulais pas du tout la contacter parce que à l'époque j'avais une certaine pudeur. J'avais pas envie de la déranger. Je sais pas, comme si je savais que ça avait été difficile pour elle aussi, je pense. Donc je voulais pas la perturber non plus.
Et c'est elle qui me contacte et qui m'écrit un jour sur Messenger, sur Facebook Messenger. Et on commence à avoir une discussion qui va durer un mois et demi. Et une discussion au début où on vérifie quelques informations. Donc elle se rappelle de mon prénom, de mon nom de famille, elle se rappelle du nom de mon papa, elle se rappelle que mon papa aime le vin. Voilà, elle me raconte tout un tas de choses pour que vraiment on voit que l'histoire match. Et puis ensuite, elle va un petit peu dérouler les réponses aux questions que je voulais lui demander sans que j'aie à lui demander. La première chose, c'était comment s'est passée notre séparation, parce que, et aussi la grossesse, parce que c'est des questions qu'en tant qu'enfant, on veut savoir. Moi, je vois mes enfants aujourd'hui, ils me demandent « Maman, comment c'était dans le ventre, comment s'est passé l'accouchement ?» Et donc, je leur raconte « Bon, maman, elle a vomi, maman... » C'est rigolo, c'est des petites histoires comme ça. L'accouchement, toi, tu es née là, c'est comme ça. Et j'avais besoin de savoir comment j'étais née et comment s'était passée cette grossesse. Donc elle m'explique avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse que la grossesse était extrêmement bien passée, qu'elle me parlait beaucoup dans le ventre. Elle m'explique aussi notre première séparation qui m'a fait beaucoup pleurer. Moi, j'étais devant mon téléphone en lisant son message et moi, je suis tombée en larmes et j'ai eu du mal à m'en remettre pendant un moment. Donc elle m'explique que je suis arrachée d'elle, qu'on me met dans ce petit panier pour être nettoyée et que ma petite tête se tourne vers elle et que nos regards se croisent pour la première et la dernière fois. Et on sent dans ces échanges qu'il y a quand même beaucoup d'émotions derrière ces mots. Et aussi, elle explique que ma mère d'intention demande à ma mère biologique, elle lui dit « Écoutez, est-ce que vous voulez la porter ?» Et elle lui dit à ma mère d'intention « Écoutez, non, je ne veux pas la porter parce que je ne pourrais plus la lâcher. » Donc elle s'était quand même attachée à moi. Donc cet échange va se passer pendant un mois et demi. Et puis ma mère biologique, il faut savoir, c'est une femme qui n'est pas stable psychologiquement parlant. Donc qui déjà a des difficultés avec les enfants qu'elle a gardés. Elle a des difficultés à garder contact avec eux. Donc je savais très bien que j'allais pas retrouver sa trace et garder son contact très longtemps. Mais en tout cas, elle a pu répondre à toutes ces questions et c'était déjà énorme. C'est le plus beau cadeau qu'elle puisse m'offrir. Parmi les questions, j'imagine qu'il y avait la question de pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Oui. Alors, c'est vrai que je voulais savoir pourquoi elle avait fait ça, pourquoi elle avait décidé de garder certains enfants et décidé de me vendre moi. Alors sa réponse à elle, c'est que comme elle avait perdu un enfant de manière très tragique dans un accident domestique, peu de temps avant de me fabriquer, elle avait l'impression qu'elle redevait à la société et notamment à Dieu un enfant, à un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est sa version, c'est comme ça qu'elle l'explique, elle. Après, quand on creuse et quand j'ai parlé à mon demi-frère, quand j'ai parlé à ma demi-sœur, on comprend que l'argent manquait terriblement derrière et qu'elle avait besoin de cet argent pour subvenir aux besoins de ses autres enfants qui étaient encore là. Donc quand même 4 enfants à nourrir à la maison, c'est pas rien, un 5e qui est décédé. On voit bien qu'elle était en détresse psychologique et elle avait besoin de cet argent pour survivre, tout simplement. Il me semble qu'à la fin du livre, tu dis même qu'elle a peut-être fait une 2e GPA. J'ai pu rencontrer mon demi-frère à New York en avril 2024, donc l'année dernière. Moment extraordinaire. Moment extraordinaire, une joie immense de retrouver la moitié de son sang, quoi. Qu'à un moment, c'était extraordinaire. Voilà, je peux pas le dire autrement. Il te ressemble ? Il me ressemble, mon demi-frère me ressemble, on a le même, c'est surtout, on se ressemble psychologiquement. On est exactement pareil. Et puis il m'a traité comme sa petite sœur tout le long, il m'a présenté à tout le monde. Ah, c'est ma petite sœur, c'est ma petite sœur. Et moi j'étais là, c'est mon grand frère. C'était incroyable.
C'était incroyable, c'était un moment fabuleux qui sera marqué dans ma tête à jamais et dans mon cœur. Et quand on était, il m'a dit qu'est-ce que tu veux manger ce jour-là? Et j'ai dit je crève d'envie d'une pizza au pepperoni. Ça, c'est mes gènes américains qui ressortent. Je voulais une pizza au pepperoni, donc on a trouvé le restaurant, on s'est assis. Et c'est là où il commence à s'ouvrir un peu plus sur son enfance. Et il m'explique que à la maison, que c'était compliqué, que l'argent manquait, que c'est vrai que, en plus, notre mère accumulait beaucoup d'animaux, que c'était pas toujours très propre, que, voilà, ils avaient une enfance extrêmement compliquée. Et là, il me sort comme ça qu'il avait retrouvé aussi d'autres contrats, d'autres gestations pour autrui qu'elle aurait eu fait. Donc apparemment, il y aurait 2 autres, voire peut-être 3 autres enfants, là dehors qui sont liés à nous, qui seraient des enfants qu'elle aurait eus via gestation pour autrui aussi. D'accord, donc c'était devenu une source de revenus probablement. À l'époque, c'était une source de revenus pour elle, la gestation pour autrui, bien sûr. Elle avait des enfants, elle venait de perdre un enfant, elle était en deuil, elle devait nourrir d'autres enfants, elle était dans l'incapacité de travailler, d'avoir un boulot, de tenir un boulot correctement. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle s'est tournée vers la gestation pour autrui. C'était j'ai pas envie de dire travail parce que ce n'est pas un travail, mais c'était l'opportunité parfaite pour elle pour être à la sortir maison. d'être à la maison, d'être avec ses enfants, sortir de la misère et ne pas se prostituer, par exemple. Oui, parce qu'en fait, moi, quand je viens de t'entendre dire cette phrase-là, donc elle était en situation de précarité, elle avait des enfants à élever, qu'est-ce qu'elle va faire? Souvent, ce qu'on répond à ces femmes-là, Ouais. c'est la solution, c'est la prostitution. C'est ça. Il y a un parallèle quand même. Il y a un parallèle énorme entre la prostitution et la gestation pour autrui. La prostitution, c'est l'exploitation sexuelle de la femme, et la GPA, c'est l'exploitation reproductive de la femme. C'est la même chose. C'est-à-dire que face à la précarité, nous les femmes, on est prêtes à faire n'importe quoi pour survivre et pour subvenir à nos enfants qui sont là. Et notamment, beaucoup se tournent vers la prostitution et la gestation pour autrui. Un tout petit peu plus tôt, là aussi, tu nous as parlé de contrats, ton frère qui aurait retrouvé des contrats. Est-ce que tu peux nous parler du contrat dans le cadre de ta naissance qui a été signé avec tes parents d'intention? Alors moi, à titre personnel, je ne connais pas mon contrat. Je ne sais pas combien ma mère porteuse a été payée. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir, en réalité. Mais aujourd'hui, je vois des contrats d'autres mères porteuses, des États-Unis, d'Ukraine, du Canada. On voit les contrats de manière générale. On voit les conditions qu'elles doivent respecter pendant la durée de la grossesse, puis la durée aussi de la fécondation in vitro, plus aussi quand elles doivent donner, des fois elles donnent leur lait maternel, donc elles doivent continuer à suivre des conditions assez drastiques. Donc après, je peux élaborer sur les conditions si tu veux. Oui, moi je trouve ça intéressant. C'est vrai qu'elles sont aujourd'hui... Alors, typiquement aux États-Unis, aujourd'hui, il y a des clauses dans les contrats qui sont, je trouve, abominables. Genre, une mère porteuse aux États-Unis, par exemple, ne peut pas avoir, dans certains cas, des relations intimes avec son mari. Elle n'a pas le droit. Elle ne peut pas, elle a mal de tête, elle ne peut pas se procurer un Doliprane comme je peux le faire aujourd'hui. On va dans une pharmacie, on va prendre un petit Doliprane parce qu'on a mal à la tête. Elle est obligée d'aller voir le médecin généraliste des parents d'intention pour avoir l'autorisation de prendre un Doliprane ou même un thé à base de plantes. Elle n'a pas le droit de prendre. Elle n'a pas le droit de se mouvoir comme elle veut. Elle n'a pas le droit de voyager sans que les parents d'intention acceptent. Je pense que la pire des clauses, c'est celle dans laquelle si la mère porteuse tombe malade, qu'elle est mise sous assistance respiratoire, le choix de la débrancher n'appartient pas à la famille de la mère porteuse. Le choix de la débrancher appartient aux parents commanditaires. Et pour moi, ça, c'est là où on voit que la femme
elle appartient, pendant la durée du contrat, totalement et entièrement aux parents commanditaires. Elle n'a plus le choix de son propre corps, et même sa famille n'a plus le droit de choisir si on la maintient en vie ou non. Donc les parents commanditaires ont littéralement le choix de vie ou de mort sur la mère porteuse. Et aussi sur l'embryon qu'elle a à l'intérieur du ventre. L'avortement, soit pour ou contre, je ne suis pas ici pour parler d'avortement, mais si, je ne sais pas, le bébé manque, ça s'est déjà passé, c'est pour ça que j'en parle, mais si le bébé manque un doigt, sur l'échographie, ça s'est passé là il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, manque un doigt sur l'échographie, les parents commanditaires peuvent demander l'avortement à n'importe quel moment de la grossesse parce que l'enfant manque ce doigt. Et ça s'est passé. Et d'ailleurs, la mère porteuse a refusé d'avorter parce qu'elle ne voulait pas. Elle s'est pris à une lettre des avocats des parents commanditaires en ordonnant l'avortement, sinon le contrat se terminait et elle n'allait pas recevoir l'argent. Donc, vu qu'elle avait besoin de cet argent, elle a dû avorter. Il me semble que votre mère vous a dit qu'elle a signé un engagement comme quoi elle ne te chercherait jamais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une des... Alors, c'est pareil. C'est dans tous les contrats de gestation pour autrui, la mère porteuse n'a pas le droit de venir contacter directement l'enfant né par gestation pour autrui qu'elle a mis au monde. C'est son enfant, d'ailleurs. Elle n'a pas le droit de rentrer en contact. Donc là, ta mère, elle a fait un truc qu'elle n'est pas censée faire. Exactement. Ma mère a fait ce qu'elle ne devait pas faire. Mais et d'ailleurs, elle m'a demandé de ne pas en parler à mes parents parce que voilà, elle avait un petit peu peur. Mais bon. De toute façon, c'est fait. Je ne pense pas que mes parents aillent l'intégrer en justice. Mais oui, aujourd'hui, les mères porteuses n'ont pas le droit de parler aux enfants qu'elles ont mis au monde. C'est aux parents d'intention c'est les parents d'intention qui choisissent si la mère porteuse peut rester en contact avec l'enfant ou non. D'accord. Une fois que tu as su que tu étais née par GPA, quelles sont les questions qui ont traversé ton esprit? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Est-ce que tu as, je sais pas, eu une soif d'information? Ça dépend. Comme ça s'est passé en 2 phases, il y a eu 2 phases différentes. Il y a eu ma phase à mes 17 ans où j'ai fait mes propres recherches sur la ville où je suis née et c'est là où j'ai découvert ce que c'était la gestation pour autrui et c'est là où vraiment mon instinct m'a dit « Ok, tu es née par gestation pour autrui ». Et là, j'ai pété une durite, j'ai explosé, j'ai continué dans la drogue, j'ai continué dans l'alcool, j'ai encore plus sombré parce que je me suis dit mais comment, qui suis j'avais, en fait, je ne savais encore moins qui j'étais. Je me disais mais qui est ma mère? Où est ma mère? À quoi elle ressemble? Qui suis-je? Et en fait, tout ça, toutes ces questions que je me posais déjà à l'adolescence, en fait, se sont exacerbées. Et j'ai plongé jusqu'à mon viol, où là, j'ai tout arrêté, je me suis remise en question, j'ai essayé de me remettre sur le droit chemin. Et puis ensuite, avec le test ADN, quand j'ai reçu les résultats et que j'ai vu vraiment que j'étais née par gestation pour autrui et j'avais vraiment la preuve enfin tangible que j'étais née par GPA, là c'était plutôt... déjà c'était un soulagement. Parce que si tu avais été née par si tes 2 parents étaient tes parents biologiques, tu aurais été française en termes d'ADN? Exactement. Quand on reçoit les résultats du test ADN, en fait on voit les origines ethniques. Donc sur les origines ethniques, il y a tout. Il y a du français, il y a de l'italien, mais on est un petit peu tous un melting pot d'ethnicité. Mais le français, j'aurais eu une trace de français quand même en pourcentage. Et là, pas du tout. J'avais rien du tout. Zéro. Zéro français. Ah non, rien du tout. J'avais zéro. Ce qui sortait, c'était la Lituanie. Donc ça, c'est normal parce que c'est ma mère porteuse, mes grands-parents étaient lituaniens. On vient d'une famille lituanienne qui a immigré aux États-Unis en Pennsylvanie. Et j'avais le côté suisse-italien de mon père qui ressortait. Et norvégien.
d'ailleurs. Le norvégien, on a encore à deviner pourquoi, mais on ne sait pas trop pourquoi c'est sorti, mais il est là. Donc, j'ai pas du tout... oui, j'avais pas Et la du tout mère de- qui t'a éduquée est française. Ma mère m'a éduquée est française, pure souche, parisienne, euh, et qui est née de parents français. Donc voilà. Et c'est vrai qu'au-delà de tout ça, hein, c'était un physique, on ne se ressemblait pas du tout. C'était des toutes petites. Je voyais, j'avais 6 ans, 7 ans. Vraiment mes premières... les images que j'ai qui me reviennent, c'est vers mes 6-7 ans, c'est mes premiers souvenirs qui me reviennent. J'ai 6-7 ans, donc c'est là où je commençais à me poser des questions, où je regarde ma maman, je la vois, je l'observe et je me dis, mais mince, mais vraiment, on se ressemble pas du tout. Elle est mate de peau, elle a un long nez. C'est une très belle femme, attention, hein, très très belle femme, mais l'opposé, diamétralement opposé. Toute petite, très très mate de peau, yeux marrons, des traits qui sont pas du tout les miens. Moi, grande, je suis pâle, je suis yeux bleus, vraiment rien à voir. Et je la regarde et je me dis, quand même, elle est un petit peu plus âgée que les autres mamans à la sortie de l'école. Il y a quelque chose qui va pas. Les autres mamans, elles avaient 30 ans, 40 ans. La mienne, à l'époque, elle avait 56, 57 ans. Donc, il y avait quand même un décalage qui était énorme. Donc c'était assez violent, hein, mais en même temps, ce qui était violent aussi, c'était que je voyais tout ça, je le savais, intérieurement, c'était instinctif, je voyais que c'était pas ma maman, mais tout autour me disait que c'était ma maman. Eux me disaient que c'était ma maman, mon certificat de naissance me disait que c'était ma mère, donc il y avait une dissonance cognitive qui était assez importante et c'était violent, c'est très violent. Et pourquoi ils t'ont pas dit la vérité, tes parents, à l'âge adulte ou bien à l'adolescence, le moment où ils ont senti que tu vivais un mal-être, Oui. Pourquoi? Mes parents ne m'ont jamais dit comment je suis née parce que je pense, et je leur en veux pas, à vrai dire, parce que je parle à d'autres enfants nés par GPA et elles, ces personnes le savent depuis la naissance et ont tous eu des troubles comme je les ai eus, donc ça n'a rien changé du tout. Mais je pense que mes parents n'ont pas su quand le dire. C'est un peu compliqué. Est-ce qu'on le dit depuis la naissance? Est-ce qu'on le dit à 4 ans? Est-ce qu'on le dit pendant l'adolescence où ça va peut-être péter? Est-ce qu'on le dit à l'âge adulte? Je pense qu'ils avaient vraiment tout pour eux. Ils avaient l'argent, ils avaient une belle vie, ils avaient un enfant en bonne santé. Ils n'avaient peut-être pas envie de gâcher tout ça avec ce secret. Je ne sais pas. En tout cas, mais je leur en veux pas. Je leur en veux pas du tout. Et justement, je parle à d'autres enfants qui sont nés par gestation pour autrui. On a fait ce petit groupe d'enfants solidaires. Et elles le savent toutes qu'elles sont nées par GPA depuis qu'elles sont nées. Et toutes ont développé des troubles, dépression, pareil, sombrer dans l'alcool, dans la drogue, choc traumatique complexe, bref, tout un tas de problèmes mentaux et psychologiques assez graves. Donc pour toi, on peut pas être né par GPA et être bien, enfin se sentir... Je pense qu'on peut être né par gestation pour autrui et être très bien. Je pense qu'il y a des enfants qui vont grandir et j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il y a des enfants qui vont être bien et qui vont être heureux et qui vont vivre une superbe vie avec des parents extraordinaires. Et heureusement, mais ça rend pas le fond de la pratique plus éthique. Je le dis toujours, je le répète, et ça on ne peut pas louer un corps, on ne peut pas vendre et acheter des enfants, on ne peut pas séparer un enfant à la naissance de sa mère, on ne le fait pas avec des animaux, on ne le fait pas avec des chatons, on ne le fait pas avec des chiots, je vois pas pourquoi on le ferait avec des humains. Pour toi, ces problèmes psy, ils viennent d'où? De la conscience du fait d'avoir été vendu, de la rupture dans la filiation? Je pense que les troubles psychologiques viennent du fait d'avoir été séparés à la naissance de nos mères. Cet arrachement. On n'est pas programmé en tant qu'être humain d'être séparé de nos mères à la naissance.
ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal dans aucune espèce, aucun mammifère ne fait ça. Ça n'existe pas. La maman s'occupe de ses bébés jusqu'au sevrage. Un être humain, c'est pareil. Donc on n'est pas fait pour être séparé de nos mamans. On est fait pour être éduqué, élevé, être proche de nos mamans jusqu'à ce qu'on soit sevré. Donc je pense que les troubles psy viennent vraiment de là. Alors je fais le parallèle avec l'adoption qui n'est pas du tout la même chose que la GPA, qui est un autre sujet très complexe aussi, où il y a beaucoup de choses à dire et je ne dis pas que je suis pour ou contre l'adoption, mais dans l'adoption, on voit les enfants adoptés qui sont eux aussi arrachés de leur mère à la naissance pour dans des conditions qui sont différentes, mais qui sont quand même arrachés de leur mère à la naissance. Et on voit les troubles psy que ça leur cause. On sait qu'il y a 4 fois plus de tentatives de suicide chez les enfants qui sont adoptés. 4 fois plus de tentatives de suicide. Alors pourquoi ça ne serait pas la même chose chez les enfants nés par gestation pour autrui ? Et le fait d'avoir été vendu. Le fait d'avoir été vendu... Quand on réalise ça, en fait, ça tourne en boucle dans la tête. On se dit j'ai été vendue. Moi, j'ai du mal à intégrer. En fait, je t'avoue, j'ai même du mal à dire ça à quelqu'un face à moi. En fait, j'ai du mal à me dire, ok, je suis face à une personne qui a été vendue à la naissance. En fait, ça me semble d'une violence. C'est pas le plus violent. Parce que je reviens à mes 17 ans quand je fais mes recherches et je comprends que j'ai été vendue à la naissance et qu'une femme m'ait échangé contre un chèque. C'est pas tant le fait d'avoir été échangé contre un chèque et d'avoir un prix sur la tête qui m'a fait du mal, c'est de me dire qu'à un moment donné, on m'a pris de ma mère. C'est vraiment ça, moi, qui m'a brisé le plus. Après, oui, le fait qu'on a un prix sur la tête, qu'on a une étiquette, ça cause d'autres soucis. C'est plutôt, là, c'est plutôt du côté de nos parents d'intention que ça va poser des soucis. Parce qu'on aura un énorme conflit de loyauté envers eux. On sait qu'ils nous ont payé cher, on sait qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur notre tête, on sait qu'ils ont traversé, qu'ils ont pris des billets d'avion pour aller aux États-Unis, pour aller faire une gestation pour autrui, on sait qu'ils ont dû... mon père a dû donner son sperme, on sait qu'ils ont passé des étapes très compliquées pour nous avoir. Et voilà, on a vraiment une étiquette sur la tête et on sait alors j'aime pas dire ça, mais on leur doit notre vie, en quelque sorte. Alors je le pense pas aujourd'hui, mais quand je grandissais, c'est pour ça que j'ai pas dit à mes parents je suis née par gestation pour autrui. C'est pour ça que j'ai pas confronté mes parents directement, parce que j'avais l'impression que je leur devais ma vie. Je valais un certain prix, donc je sais qu'ils ont mis une somme astronomique sur ma tête. Donc j'avais peur de leur réaction et de les trahir et de briser cette loyauté que je leur devais. Et c'est pour ça que je me suis tue pendant très très longtemps. Et c'est pour ça que même quand j'ai eu mon test ADN, j'ai eu du mal à en parler. C'est pour ça que je les ai pas confrontés. Parce que je me suis dit, mince, ok, bon là j'ai vraiment la preuve qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur ma tête. Qu'est-ce que je fais ? Je les confronte, je leur dis la vérité, comment ils vont réagir. Bon, je savais que ça allait mal se passer. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants ne parlent pas. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, tous les enfants auxquels je parle, qui sont nés par gestation pour autrui, ne parlent pas. C'est parce qu'ils ont ce conflit de loyauté avec leurs parents. Ils ont peur de blesser leurs parents. Ils ont peur de les trahir. Ils ont peur de les perdre et d'être abandonnés une deuxième fois. Comme je l'ai été, d'ailleurs. Est-ce que tu t'es sentie aimée par tes parents au final ou pas vraiment quel a été ton ressenti dans l'enfance ? J'ai eu une enfance différente des autres, on va dire. C'est vrai que j'ai senti beaucoup d'amour du côté de mon papa. J'ai des moments compliqués avec mon papa parce que c'était un papa très dur avec moi, il faut le dire. Mais qui, quand on était ensemble, tous les deux, en face à face, c'était des très très beaux moments. Je me souviens, quand il m'amenait à l'école le matin, c'était une fierté pour moi. Et on descendait et on avait la colline en face qui était enneigée en hiver et on regardait cette colline enneigée. Et tous les matins en hiver, il me disait « Regarde Olivia, cette colline enneigée ». C'était vraiment des moments d'amour, de partage, père-fille, qui étaient très très...
qui était très beau, très très beau. Qu'on se retrouvait des fois sur les pistes de ski. Bon, il était dur avec moi sur les pistes de ski, mais bon, sur le télésiège, il jouait avec moi, on partageait des beaux moments. Donc avec lui, j'avais vraiment une connexion assez très très forte depuis le début. Avec ma mère, c'était différent. Là, je voulais être avec elle. C'est pas comme si je ne voulais pas être avec elle, parce que je voulais je voulais qu'elle m'aime. Je voulais être avec elle. Je voulais passer du temps avec elle. Je l'aimais aussi. Je l'aimais. Mais il y avait cette distance émotionnelle qui était là, qui était présente. Il y avait une distance énorme entre nous. Énorme. On n'arrivait pas à se connecter, psychologiquement parlant, émotionnellement parlant. C'était impossible. Malgré tout l'effort que je mettais et qu'elle ait aussi essayé de mettre de son côté à son niveau pour justement avoir ce lien. Mais il n'était pas là. Il n'était pas là. Pourquoi est-ce que tu as décidé de raconter ton histoire publiquement? Il me semble que ça a commencé sur TikTok. Oui. J'ai décidé de raconter mon histoire sur TikTok parce que j'avais besoin d'en parler à voix haute. J'en pouvais plus de garder ça à l'intérieur de moi. À l'époque, je commençais la psychanalyse, je commençais à avoir un psychiatre aussi, parce que ça n'allait pas du tout. Je venais d'apprendre tout ça, c'est vrai que c'était un gros chamboulement dans ma tête. Et cette psychanalyste et ce psychiatre ont réussi à me rééquilibrer et m'ont fait comprendre que en parler, en fait, ça faisait du bien. Et au lieu d'aller en parler à mes parents, qui ont été peut-être plus intelligents, j'ai décidé d'ouvrir TikTok et en parler publiquement, et parce que j'avais besoin de sortir mon histoire. Donc c'était purement pour juste recracher mon histoire et sortir mes émotions et au moins dire ce que j'avais à dire sur la gestation pour autrui et ce que ça pouvait faire aux enfants nés par gestation pour autrui. Parce que j'en avais un petit peu marre de voir sur les médias ces magnifiques histoires d'enfants nés par GPA qui sont très heureux et qui tout réussit, où tout va bien. Et donc j'avais besoin de de contrebalancer ça un petit peu sur les réseaux. Bon, malheureusement, mes parents ont eu écho de ces vidéos et c'est là où on a coupé court à nos relations. Mais j'ai continué quand même ces vidéos pour sensibiliser les Français à ce que c'est vraiment la gestation pour autrui, à la réalité de la gestation pour autrui, pour leur montrer que ce n'est pas tout beau, tout rose, des paillettes, comme on nous montre sur France 2, sur M6, sur la maison des maternelles, comme si c'était quelque chose d'incroyable. Non, c'est quelque chose de sombre, c'est sordide, c'est de l'exploitation de la femme et c'est aussi de la vente d'êtres humains. Quel sentiment est-ce que tu as aujourd'hui par rapport à tes parents? Par rapport à mes parents, je vais dire quelque chose d'un petit peu qui va paraître un petit peu méchant, mais ce n'est pas méchant, attention, je ne ressens rien. Je n'ai ni de haine, ni d'amour, je n'ai ni de rancœur, mais voilà, ça reste, c'est rien. Je ne ressens rien vis-à-vis d'eux. Alors ils continuent à voir leurs petits-enfants parce que je pense que c'est important qu'ils voient leurs petits-enfants. Donc mes enfants, j'en ai 3. Justement parce que mon père, c'est quand même leur grand-père biologique. Et je pense et j'espère qu'il va leur transmettre son histoire, qu'il n'a pas pu me transmettre à moi. Mais avec moi, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, les relations n'existent pas. Et les sentiments non plus. Mais pourquoi ils l'ont si mal vécu? Parce que tu as juste raconté la vérité. Quel est le véritable problème? C'est vrai que je n'ai que raconté la vérité et ce n'était pas, pour moi, ce n'était pas grave en soi. C'est vrai que quand j'ai pris TikTok et j'ai ouvert TikTok et j'ai parlé, j'ai pas fait ça avec une mauvaise intention derrière. Pas du tout, au contraire. Je voulais juste me soigner moi et essayer de sensibiliser les Français, de lever un peu le voile sur la gestation pour autrui. Eux l'ont perçu comme une attaque. Ils ont pensé que je me vengeais, alors que je me vengeais pas du tout. Ils avaient l'impression que je me vengeais, que j'essayais de les attaquer, que c'était contre eux que je faisais ça, alors que pas du tout. Ils n'avaient pas la maturité pour... J'ai essayé de leur expliquer que c'était pas contre eux que je faisais ça, que vraiment c'était juste pour
que j'avais une cause, que je voulais lutter contre la gestation pour autrui, que c'était ma vocation à vie, parce que je pense que c'est une pratique qui est purement catastrophique et qu'il faut l'abolir. Et que ce n'est pas contre eux, que je luttais contre des gouvernements, que je ne luttais pas contre des parents d'intention. Et ils l'ont pris comme ils l'ont pris, quoi. Hein. Ils ont vraiment pensé que je me vengeais contre eux. Et c'est pour ça que Ils ont vécu ça comme une humiliation, quoi. Ils ont vécu ça comme une humiliation, oui, c'est vrai. C'est vrai, et c'est vrai, en partie un petit peu de ma faute, je peux prendre la responsabilité parce que j'aurais dû sûrement leur en parler avant de mettre ça sur la place publique. Mais j'ai pas eu le courage de le faire à l'époque. Tu as aujourd'hui plusieurs enfants. Comment est-ce que tu as vécu tes grossesses, tes accouchements, sachant que tu es née par GPA? Les grossesses et les accouchements, comment je les ai vécus? Assez mal. Assez mal, surtout pour la première. Ma grande, donc je suis tombée enceinte, j'avais 25 ans. J'avais 25 ans. Et à ce moment-là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que déjà, on commence à me poser un tas de questions sur mon dossier médical et j'ai pas de réponse. Donc quand je suis confrontée au docteur et il me dit bon, du côté de votre mère, quels sont vos antécédents médicaux? Et je réponds, je regarde, je lui dis écoutez, je suis née par gestation pour autrui, j'en ai strictement aucune idée. Et c'était à double tranchant. Soit je me prenais une vague de haine par le docteur, soit le docteur accueillait ça, il dit oh bon d'accord ok, et il passait à autre chose, il n'en parlait pas trop. Mais de la haine? Mais je me prenais ah oui, notamment, et je m'en souviendrai toujours de cet anesthésiste qui m'a, pendant une demi-heure, il m'a dit que je ne devrais pas exister, que je suis un produit de la science, que je suis une abomination, que voilà, bon, qu'il soit contre la gestation pour autrui, je comprends moi aussi, il n'y a aucun souci. Mais de là à dire à quelqu'un, tu ne devrais pas exister, tu es un pur produit de la science, tu es un monstre, il m'a traité comme un monstre, je suis sortie de là, je pleurais, j'ai appelé mon mari, je suis tombée par terre, je pleurais, il est venu me chercher. C'était catastrophique. Donc la première grossesse, oui, je l'ai très très mal vécue justement parce que j'étais confrontée au fait que justement j'avais pas mes antécédents médicaux, donc déjà je ne savais pas ce que j'allais transmettre à ma fille. Est-ce qu'il y avait un cancer du sein dans la famille? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des maladies génétiques dans la famille? On ne sait pas. Il y a des problèmes cardiaques. Je n'avais aucune idée, aucune idée. Et ça m'a terrorisée parce que j'allais mettre au monde un enfant que je ne pourrais pas peut-être protéger plus tard. Je ne pourrais peut-être pas prévenir certaines maladies pour elle. Donc là, j'ai commencé à flipper. Et ça, je ne m'étais pas posé la question avant. Hein. C'est pendant la grossesse que je me suis posé la question. J'ai flippé. Et puis, j'ai aussi flippé parce que je ne connaissais pas 25% de cet enfant que j'allais mettre au monde. Je ne connaissais pas la moitié de mes gènes, donc je ne connaissais pas évidemment 25% de cet enfant. Je me suis dit, mince, comment je vais lui expliquer son histoire? Je la connais pas moi-même, donc comment je vais lui expliquer son histoire? Et ça a remué tellement d'émotions en moi, tellement de peur, de panique, ça a été 9 mois assez complexes. Et quand j'ai accouché d'Eleanor, donc de ma grande, la première chose, donc j'ai demandé à la sage-femme, elle devait naître à la maison. Bon, elle n'est pas née à la maison parce que je voulais absolument des naissances à la maison, parce que j'ai une peur bleue des hôpitaux. On se demande pourquoi. Hein. Mais j'ai une peur bleue des hôpitaux, donc tous mes accouchements devaient être à la maison. Bon, fatalité, la première, j'ai eu un transfert, mais j'ai dit à la sage-femme, je dis écoutez-moi bien, la première chose que vous faites, vous me la mettez je m'en fiche que le placenta ne sorte pas, je veux attendre que le placenta sorte, et pendant que le placenta est en train de s'éjecter, je la veux en peau à peau contre moi, le maximum possible, et vous me l'enlevez pas pour la nettoyer. Ok, pas de souci. Et des anges, elles m'ont écoutée, elles m'ont posée sur mon buste, et là j'ai commencé à lui chanter en anglais Rockabye Baby, c'est venu instinctivement. Et dans ma tête, je me suis dit, mais jamais je ne pourrai vendre cet enfant, mais jamais je ne pourrai me séparer. Comment on peut séparer un enfant de sa mère? C'est un amour tellement inconditionnel, tellement pur, tellement fort, tellement... C'est animal, c'est animal. Et
Et là, c'est pareil, une vague d'émotions qui me reprend et je me dis, mais comment, à un moment donné, on a pu m'arracher de ma mère? Comment on a pu me faire ça? Donc cette première grossesse ça a été difficile. L'accouchement a été c'était un très bel accouchement, mais l'après aussi a été compliqué parce que j'ai eu du mal à la laisser. Je pouvais pas la laisser. De toute façon, on n'est pas fait pour laisser nos enfants de toute manière. Donc donc elle dormait avec moi. Il y avait aucun problème. Mais je continue à me poser cette question qui est voilà, un quart de cet enfant, je ne connais pas 25% de cet enfant, il va falloir que je lui explique à un moment donné son histoire et je ne vais pas pouvoir le faire. Bon, après, j'ai eu deux autres garçons qui sont tous les deux nés à la maison cette fois-ci. J'ai réussi à accoucher à la maison ces deux fois. Mais les mêmes questions sont venues et ça a été la même chose à chaque fois, jusqu'à ce que j'ai mes réponses. Mais c'était uniquement après la naissance de mon troisième que j'ai pu avoir ces réponses. Donc aujourd'hui, bon après, je parle de la gestation pour autrui avec mes enfants comme si c'était quelque chose de normal. Ils savent que maman est née d'une autre maman, ils savent qu'ils ont des cousins aux États-Unis, ils savent qu'ils ont des origines lituaniennes, et ça, je trouve ça incroyable. Aujourd'hui, je peux leur raconter leur vraie histoire. Et ce qui est aussi formidable, c'est que je peux leur montrer des photos de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents et de leurs grands-parents aussi, mais de leurs arrière-grands-parents. Et moi, je suis le portrait craché de mon arrière-grand-père de mon côté, du côté maternel. Mais le portrait craché. Et ma fille est mon portrait craché. Donc je peux lui montrer à qui elle ressemble et de qui elle tient enfin. Et ça, c'est magique. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne, on vous en remercie vraiment. Et si vous voulez nous aider à faire grandir cette chaîne, à diffuser ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker cette vidéo, c'est super important. Et puis à vous abonner évidemment à cette chaîne. Produire ces vidéos féministes a un coût, c'est pourquoi vous pouvez nous venir en aide en nous faisant un don sur le lien en description ci-dessous. Merci beaucoup. Je me suis demandé dans le livre si une mère porteuse peut changer d'avis ou pas pendant la grossesse. Une mère porteuse ne peut pas changer d'avis pendant la grossesse. C'est impossible parce qu'elle signe son... en fait, elle signe son Dans le contrat. Non, oui, alors, je vais reprendre la question depuis le début. Une mère porteuse ne peut pas se rétracter Ou garder l'enfant. et garder l'enfant. Elle ne peut pas garder l'enfant, c'est impossible. Elle ne peut pas parce que dans le contrat, au tout début, elle cède ses droits parentaux aux parents commanditaires. D'accord. Elle ne peut pas. Elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque. Elle n'a aucune idée. C'est pour ça que quand on parle, on me dit oui, les mères porteuses, elles sont consentantes, vous comprenez, elles signent, elles savent dans quoi elles se mettent, mais on sait pas du tout comment les 9 mois vont se passer, on ne sait pas si elle va s'attacher à l'enfant, on ne sait pas comment elle va réagir aux hormones, on ne sait pas ce que les hormones vont faire sur son corps, on ne sait pas, elle ne sait pas. Elle n'en a aucune idée. Ce n'est pas un choix libre et éclairé comme on le veut en droit. C'est pas possible. Et elle n'a pas le droit de se rétracter, surtout. Non, elle n'a pas le droit. Elle n'a même pas, elle n'a pas le droit de grand-chose aussi en même temps dans le contrat. Donc, Est-ce qu'il existe des études spécifiques qui ont été faites sur les enfants comme toi, nés de GPA? Alors, il n'y a pas d'études spécifiques sur les enfants nés par gestation pour autrui uniquement. Il y a une étude que les pro-GPA adorent sortir, et ils se basent uniquement là-dessus parce que c'est absolument tout ce qu'ils ont. C'est une étude qui a été faite en Angleterre par la professeure Golombok. C'est une étude qui a été... Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est environ 45 enfants, dont les 3/4 sont nés par PMA. Okay. Et l'autre quart est né par gestation pour autrui. Donc on mélange des enfants nés par PMA et par GPA. Donc déjà, de base, on part mal. C'est une étude qui a été faite sur le long terme, donc qui a été faite en 6 phases. Il faut lire les 6 phases. C'est long, très long. Et pour étudier ces enfants et pour voir s'ils ont des conséquences psychologiques, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une psy, ils ont mis une caméra et ils ont regardé comment les enfants interagissaient avec leurs parents. Ok.
Ils n'ont pas posé de questions à l'enfant tout seul. Non, ils ont regardé juste les interactions, comment l'enfant interagissait avec ses parents. Puis ils ont aussi posé des questions aux professeurs, aux maîtresses d'école. Bon, voilà, ça c'est l'étude, c'est la base de l'étude. Par contre, ce qu'on voit avec les phases, donc je crois qu'ils ont commencé l'étude, les enfants avaient 3 ans, 5 ans, 7 ans, bon, bref, les âges jusqu'à 14 ans. Sauf qu'à 14 ans, il n'y a quasiment plus d'enfants disponibles. Ils ont perdu leurs traces, les enfants ne veulent plus répondre, et en réalité, à la fin, on voit que c'est écrit que cette étude est extrêmement biaisée, qu'on n'arrive pas à tirer de vraies conclusions de cette étude, parce qu'en réalité, à la fin de l'étude, il n'y a pas assez d'enfants qui restent pour tirer de vraies conclusions. Donc c'est la seule étude qui existe, mais encore une fois, ça ne vise pas du tout les enfants nés par gestation pour autrui, ça vise en grande majorité les enfants nés par PMA. D'accord. Ok. Mais on est en train d'essayer de... C'est très compliqué de lever des fonds pour justement faire ce genre d'études. Déjà, trouver des enfants nés par gestation pour autrui, trouver des parents qui veulent bien qu'on étudie leurs enfants, c'est compliqué. Trouver l'argent pour faire ces études, c'est très compliqué. Et puis, donc, c'est quasiment impossible. Par contre, je sais qu'en Amérique du Sud, là, il y a une loi au Chili qui est en train d'être étudiée. D'ailleurs, la déclaration de Casablanca, dont je suis la porte-parole, on a participé à l'élaboration de cette loi qui va normalement abolir la GPA au Chili. Donc au Chili, il se passe ça, mais en Amérique du Sud, il y a des études, ils essayent de lever des fonds pour faire des études sur les mères porteuses, donc sur le profil psychologique des mères porteuses et sur les enfants nés par GPA. Encore une fois, je ne crois pas qu'ils vont trouver des enfants nés par GPA pour les étudier, mais par contre, faire des études sur les profils des mères porteuses, ça serait quelque chose de très très intéressant, parce que ça, on n'a pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la GPA en France, actuellement ? Actuellement, la gestation pour autrui en France est interdite. Donc on ne peut pas faire une gestation pour autrui sur le sol français. On ne peut pas aussi faire la promotion de la gestation pour autrui sur le sol français. Malheureusement, on sait très bien qu'aujourd'hui, ça se fait. Les commerciaux aux États-Unis viennent très fièrement et le placardent partout sur les réseaux sociaux. Ils viennent en France et ils vendent leurs prestations. Alors, on essaye de porter plainte et de faire bouger un petit peu les procureurs, mais ça a du mal à bouger. Cependant, en France, on a le droit d'aller à l'étranger, de revenir avec un enfant acheté sans problème. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaye de faire bouger la loi pour interdire les Français d'aller à l'étranger, utiliser et exploiter une femme et revenir avec un enfant et mettre la France devant le fait accompli. Parce que c'est de l'hypocrisie. Bien sûr. Tu viens de nous parler de la déclaration de Casablanca. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui, la déclaration de Casablanca, c'est un groupe d'experts, de juristes, de docteurs, d'avocats, d'infirmières, qui se sont réunis et alors déjà qui n'ont pas de couleur politique, qui n'ont pas de religion. On vient de tout horizon, c'est ça qui est magnifique. Des féministes aussi. Et on s'est regroupés et on s'est dit, OK, aujourd'hui, on voit qu'il y a un marché global de la gestation pour autrui, qui en 2022, je le rappelle, a été estimé à 14 milliards de dollars, estimé à plus de 100 milliards en 2032. Donc voilà, on a ce marché global. Aujourd'hui, il faut une réponse globale pour l'arrêter, ce marché. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il faut faire une convention internationale pour abolir la gestation pour autrui. Donc notre but à nous, c'est d'élaborer cette convention internationale, de mettre autant de pays autour de la table pour discuter, pour signer une convention pour abolir la gestation pour autrui. Donc c'est un travail de longue haleine. On sait que ça va prendre du temps, mais c'est important. C'est important et on est bien parti. On est bien parti. Et comment tu vois les choses en France ? Parce que j'entends pas mal de gens à droite dire non, mais la GPA malheureusement va finir par passer. Ou est-ce que tu crois plutôt que c'est l'inverse, que ça va être complètement aboli ? Tu le sens comment sur le territoire français ? Sur le territoire français, en ce moment,
pour l'instant, c'est pas dans, c'est pas dans les préoccupations de nos politiciens. Alors, c'est pas, ils sont pas en phase de la légaliser ni de l'interdire totalement. Ça a du mal à bouger, on va dire. Mais c'est vrai que je parle à beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques de droite et de gauche, je tiens à préciser du centre, de tout bord politique. Et quand on parle à ces gens, en réalité, ils sont plutôt contre la gestation pour autrui. Donc, moi, je le vois plutôt bien. On est plutôt sur une tendance à aller vers une loi comme l'Italie l'a fait récemment. L'Italie vient de passer une loi absolument parfaite, interdisant la gestation pour autrui sur le territoire italien. Mais ils ont aussi interdit les Italiens d'aller à l'étranger et de revenir avec un enfant. Donc tout Italien qui part en Colombie, au Mexique, aux États-Unis, en Ukraine, s'acheter un enfant, exploiter une femme, revenir avec l'enfant tel une fleur, et ben, il se voit prendre 1 million d'euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Voilà, ça c'est ce qu'il risque. Donc évidemment, cette loi, elle n'est pas faite pour punir les enfants, parce qu'aujourd'hui on me dit « Oui, Olivia, mais tu te rends compte, on punit les enfants ». Mais non, le but c'est de prévenir. C'est de prévenir et que les gens justement aient peur d'aller à l'étranger et de revenir avec un enfant et du coup n'y vont pas. Ça le but, c'est pas de punir l'enfant une fois qu'il est sur le territoire. Et c'est ce qu'on aimerait faire sur le sol français. Mais on est en train de voir avec certains députés et sénateurs pour justement faire passer un projet de loi dans ce sens. Est-ce que tu peux nous parler des cas extrêmes de GPA que tu cites dans ton livre? Tu parles de l'actrice espagnole Ana Obregón ou encore de Mark Newton et Peter Truong. Ouais. Ça, c'est les 2 cas les plus abominables, je pense, qui existent. Bon, enfin non, il y en a pire. Il y en a tellement. En réalité, il y a tellement de cas horribles, grotesques, parce qu'il faut vraiment se mettre dans la tête, et ça, on ne le dit pas assez, il n'y a pas de garde-fou dans la gestation pour autrui, pour protéger les enfants. Il n'y en a pas. N'importe qui, tant qu'il a de l'argent sur le compte en banque et un chèque, peut venir s'acheter un enfant comme une fleur et revenir avec. Et voilà, on ne lui pose pas de questions. On fait attention au profil psychologique de la mère porteuse, on lui fait passer des tests. Par contre, les parents d'intention, on regarde juste leur compte en banque. Donc, n'importe qui peut s'acheter un enfant. Je ne dis pas que tous les parents d'intention sont des pédophiles et tout, mais voilà, on laisse la porte ouverte à des réseaux pédocriminels, des gens violents, des gens qui... Voilà. Et Ana Obregón, c'est une actrice espagnole qui est très connue évidemment en Espagne, qui... en fait, son fils est mort, il est décédé d'un cancer. Et elle a utilisé, il faut savoir que quand on est atteint d'un cancer, on peut congeler ses spermatozoïdes, ses gamètes, avant de commencer la chimiothérapie, parce qu'on sait très bien que malheureusement, la fertilité après, c'est compliqué d'avoir un enfant après de la chimio. Donc Ana Obregón a utilisé les gamètes de son fils décédé. Elle est partie aux États-Unis, elle a acheté des ovocytes, ils ont fabriqué un embryon à la base des gamètes de son fils décédé et des ovocytes d'une donneuse. Elle a utilisé une mère porteuse et elle a eu un enfant via gestation pour autrui. Donc elle s'est fait un petit enfant, quoi. Donc elle s'est fait un petit enfant entre toi et moi, c'est sa petite fille. Mais sur le papier, c'est sa mère. Voilà, c'est sa fille. Oui. Donc déjà, il faut comprendre dans la tête de l'enfant comment ça va être. Mon papa est mort. J'ai pas de maman. J'ai une grand-mère, mais la grand-mère, sur le papier, c'est ma mère. Je sais pas comment cette petite va terminer. J'ose espérer qu'elle va bien terminer, mais ça va être compliqué pour elle. Ana Obregón, à l'époque, avait 68 ans quand elle a eu cet enfant. Donc, à quel âge cet enfant va être orpheline, je ne sais pas. Alors, et le cas des 2 hommes, là? Non, Peter et Mark Truong, c'était un couple d'Australiens qui ont eu recours à une mère porteuse
Et donc ils sont partis, ils ont acheté cet enfant et ils ont décidé de violer cet enfant depuis la naissance. Donc ils ont violé le petit bébé depuis la naissance. Et pendant 6 longues années, ils ont parcouru le monde entier. Ils ont offert cet enfant à d'autres pédophiles, à d'autres hommes, pour qu'ils se fassent violer. Pendant 6 longues années. Et ils se sont fait attraper, fort heureusement. Mais cet enfant est brisé à vie. Il y a une autre histoire aussi qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 8 mois, 1 an. Bon, là, l'enfant a eu de la chance. C'était un vétérinaire, pardon, excusez-moi, c'était un juge de concours canin, un vétérinaire, oui, très connu, aux États-Unis, qui allait s'acheter un enfant via gestation pour autrui et qui écrivait en fait à ses amis ce qu'il allait faire à cet enfant à la naissance, le violer, l'abuser, et pris de peur, un de ses contacts a donné l'information à la police. Et fort heureusement, il a été arrêté quelques jours avant d'aller prendre l'enfant. Mais cet enfant, je ne sais pas où il est, parce que le problème, c'est que l'enfant, il n'a pas de mère, il n'a pas de père, donc il termine dans un orphelinat. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé aussi en Ukraine, hein, pendant la guerre. Tous ces parents qui sont allés en Ukraine, parce que l'Ukraine, ça coûte pas cher. C'est génial, l'Ukraine. Ça coûte pas cher, on a des mères porteuses pas chères, on a des bébés pas chers, on peut choisir le sexe de l'enfant, on peut choisir la couleur de yeux, c'est super, incroyable. On y va, paf, la guerre, elle tombe. Et là, plus personne pour aller chercher leurs enfants. Et là, on a des orphelinats, plein d'enfants, nés par gestation pour autrui, qui sont là-bas, et qui ont 3 ans aujourd'hui, 4 ans, et qui n'ont pas été adoptés, et qui vont sûrement y rester. Alors on parle souvent dans les médias de GPA altruiste, éthique, versus la GPA rémunérée. C'est quoi la différence? Y en a-t-il une? Il n'y a pas de différence entre GPA altruiste et rémunéré. Alors on dit GPA commercial et GPA altruiste. À chaque fois que je rencontre des gens et qui me parlent de GPA altruiste et qui prônent la gestation pour autrui dite altruiste, je leur pose la question, je dis donnez-moi la définition de l'altruisme chez vous. Qu'est-ce qu'une GPA altruiste? Parce que chez l'un, en Angleterre, c'est pas la même chose qu'au Canada. Au Canada, c'est pas la même chose qu'en Grèce. Il n'y a pas de définition sur papier de GPA altruiste. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais bon. Si vraiment on devait la définir, normalement, dans une GPA dite altruiste, la mère porteuse n'est pas rémunérée directement par les parents d'intention avec un chèque, comme dans la gestation pour autrui dite commerciale, où là, elle a entre... ça dépend des pays évidemment, mais aux États-Unis, on commence à 45 000 $ et ça va jusqu'à 140 000 $ sur une 3e GPA. Le souci, c'est que dans les GPA dites altruistes, les mères porteuses reçoivent quand même de l'argent. Parce qu'on part du principe que dans une GPA dite altruiste, il n'y a pas du tout d'argent qui est échangé. Sauf que si, elles reçoivent l'équivalent d'un salaire par mois en remboursement de frais. La nourriture, leurs vêtements, leurs trajets, ça peut être les factures de téléphone. Il y a une longue liste de choses qui sont remboursées à la mère porteuse. Ça peut sortir des femmes de la précarité. Si une femme est à la maison, elle a 3 enfants à charge, et qu'elle peine à nourrir ses enfants, qu'elle ne trouve pas de travail, qu'est-ce qu'elle va faire au Canada? Elle va se tourner vers une GPA, elle va faire une GPA. Elle a sa nourriture qui est payée pendant 9 mois. Elle est assurée pendant 9 mois. Elle assure la vie de ses enfants pendant 9 mois. C'est déjà beau. Le temps pour les femmes, parce que de temps en temps sur Instagram, un peu, l'algorithme m'envoie ces femmes catholiques qui font des GPA par, je sais pas, par don, pour Dieu. Voilà, je suis déjà tombée sur ce type de profil. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses Déjà, l'Église catholique, moi j'avais été rencontrer Pape François qui est décédé, je pense à lui aujourd'hui, mais l'Église catholique est contre la gestation pour autrui. C'est, comme il l'a très bien dit, le Pape François, c'est un marché mondial, il n'y a pas plus clair. Mais je pense que ces femmes, malheureusement, se donnent une excuse, c'est une excuse.
C'est tout simplement une excuse pour faire une gestation pour autrui. Parce que quand derrière on sait qu'elle touche 40, 50, 60, 80 000 $, moi je me dis toujours, si on enlève vraiment l'argent de l'équation, qu'on enlève tout l'argent, on rembourse pas les frais, J'ai envie de faire ça. qu'on rembourse pas la nourriture, qu'on rembourse rien, qu'on leur donne pas ce gros chèque. J'ai un petit doute sur le fait que des femmes s'alignent pour donner leur bébé. J'y crois pas du tout, pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre avec le pape François ? Le pape François. Le pape François, ça a été une expérience assez incroyable pour une athée surtout, et une féministe. Alors déjà, ça a commencé parce que justement, la radio des évêques d'Espagne, Radio Copé, avait fait venir Ana Obregón, cette fameuse actrice qui a fait une GPA avec le sperme de son fils décédé, sur leur plateau, et ils avaient glamorisé la GPA. Et moi je me suis dit, mais en écoutant ça, l'interview, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? C'est la radio des évêques d'Espagne. Je dis, allô, c'est l'Église catholique, on va se réveiller un petit peu. Donc j'ai écrit à l'évêque d'Espagne, j'ai déjà écrit à la radio qui m'a pas répondu, j'ai écrit à l'évêque d'Espagne qui m'a pas répondu, donc je me suis dit, je vais écrire au pape. Et j'ai écrit au pape, comme ça. Avec l'aide évidemment de la déclaration de Casablanca qui m'a beaucoup aidée. Hein. Et quelques jours, donc j'ai pas de réponse, mais je sais que la lettre a été transmise. Et puis, quelques jours plus tard, le pape François c'était le 8 janvier, prend la parole devant le corps diplomatique et il leur explique que la gestation pour autrui, pour l'Église catholique, c'est interdiction totale. Et quelques semaines après, je reçois une invitation, Olivia Morel, et vous êtes invité dans la bibliothèque privée du pape François, et avec 4 autres personnes. Je me suis dit, ok, d'accord. Et donc ça s'est passé le 4 avril de l'année dernière, 2024. Et c'était assez particulier, il faut le dire. Il m'a reçu dans sa bibliothèque, donc ça fait très. C'est vrai que c'est très chargé en histoire. Donc même pour une athée qui croit en rien du tout, on arrive là-dedans, on est pris quand même d'une émotion assez forte. On sent toute l'histoire de l'endroit, des pièces, c'est assez impressionnant. Et il me reçoit un amour. C'est comme si c'était un grand-père, en vrai. En réalité, c'était comme si c'était mon grand-père qui me recevait chez lui. Et on s'assoit. Et de suite, je lui dis, écoutez, je suis athée, je suis féministe. On s'entend peut-être pas sur 99% des autres sujets de société. Mais sur celui-ci, on est d'accord et je pense qu'il faut se serrer les coudes. Et il m'a regardé, il m'a dit « Vous avez raison, il faut se serrer les coudes ». Et là, on a commencé à parler de la GPA. Et ce qui m'a surpris le plus, et j'en ai rencontré des gens, des ministres dans d'autres pays, j'ai rencontré des membres de parlement, j'ai rencontré des gens assez haut placés. Et c'est le seul qui, à son âge quand même, qui m'a parlé du microchimérisme, qui a commencé à me parler du microchimérisme, du fait que les cellules du bébé migrent dans le corps de la femme dans lequel il est, et la femme, ses cellules migrent dans le bébé qu'elle porte. Donc on parle du microchimérisme pendant un moment. Et il me répète à plusieurs reprises que c'est un marché global, mondial, il me sort les chiffres, vraiment quelqu'un d'ultra intelligent et très ouvert, parce que je ne pensais pas, qu'en lui disant que j'étais féministe et athée, il allait me recevoir comme il m'a reçu, mais il m'a vraiment tendu les bras ouverts, et le Vatican nous a beaucoup aidés après ça. Le Vatican a été un grand allié. Ils nous ont beaucoup boosté au niveau de l'ONU, pour des conférences, ça a été un grand allié. Et à la fin, je me souviendrai toujours, Bernard, mon collègue de la déclaration de Casablanca, le prend dans les bras, gros câlin. Et à la fin, il était là avec sa petite Camille, il me fait au revoir comme ça du bout du couloir, tout mignon. C'était un moment extrêmement émouvant.
C'était unique, mais très grande ouverture d'esprit et très, très impliqué dans ce sujet, en tout cas. Donc, c'était impressionnant. C'est quoi aujourd'hui les arguments des projets PA? Qu'est-ce qu'ils nous vendent? Mon corps, mon choix. L'argument typique du projet PA, c'est mais elles sont consentantes, mon corps, mon choix. C'est leur choix, voilà. Donc laissez-les faire. Pourquoi vous les embêtez? Ah oui, mais comme je leur dis toujours, avant on lançait des nains parce que c'était rigolo pour certains de lancer des nains. Les nains, ils étaient consentants, ils voulaient vraiment le faire, hein, ils étaient contents de le faire, mais au nom de la dignité humaine, parce qu'on ne peut pas réduire des gens au rang de choses, eh ben on a arrêté de lancer des nains. Et c'est exactement la même chose avec la gestation pour autrui. On ne peut pas réduire une femme à un incubateur. On ne peut pas la réduire à un vaisseau reproductif pour les riches. Et puis au-delà de la femme, il y a les droits de l'enfant. Il y a les droits de l'enfant aussi. On ne peut pas acheter et vendre des enfants. C'est impossible. On régresse. On repart 160 ans en arrière pendant l'esclavagisme où on échangeait des êtres humains. On régresse totalement. On part... On dit que la GPA, c'est quelque chose de progressiste, que c'est un progrès. Mais non, on régresse. On repart 100 ans en arrière, au temps des esclaves. Mais mon corps, mon choix, c'est vraiment le truc phare qui nous sort à chaque fois. Parce que comme ils savent généralement que je suis une féministe et que je milite pour le droit des femmes, c'est ce qui sort en premier. Mais comme je le dis toujours, c'est pas mon corps, mon choix dans le cadre d'une GPA, c'est mon corps, le choix du client. Mon corps, mon choix, c'était un slogan qui a été fait par les féministes dans les années 60-70. C'était pour militer pour l'avortement. Oui, c'était pour l'avortement, c'était pour la pilule contraceptive, c'était pour regagner notre droit, de faire ce qu'on veut de notre corps. C'était ça, c'était une émancipation. Mais dans la gestation pour autrui, on n'est pas en train d'émanciper les femmes, on est en train de... En fait, au contraire, quand on regarde les contrats, on les asservit. On les asservit, exactement. On les traite comme choses, on les traite comme esclaves. Et c'est pas ça, mon corps, mon choix. C'est pas du féminisme, c'est pas les protéger, c'est les remettre, c'est les mettre au rang de choses. Pour je reprends. Pour ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui veulent s'engager contre la GPA, il y a quoi comme association? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour rejoindre ton combat? Pour les gens qui veulent militer contre la gestation pour autrui, la meilleure des choses, c'est de lire, c'est de s'instruire, c'est vraiment de regarder quels sont les arguments qu'on peut utiliser pour lutter contre la gestation pour autrui et d'en parler autour de soi. Parce qu'aujourd'hui, on a un gros souci, c'est que comme les médias sont très pro-GPA, on a de la propagande pro-GPA dans nos médias constante et perpétuelle, et c'est pas prêt de s'arrêter, il faut qu'on sensibilise les masses au plus vite. Donc c'est de justement parler à son prochain. Ça, c'est la première chose à faire. Après, au niveau associatif, en réalité, il n'y a pas une association qu'on peut rejoindre pour militer contre la GPA. On peut me contacter si vraiment les gens sont très intéressés, veulent militer et veulent peut-être nous aider à faire des conférences dans des universités ou dans des lieux, c'est avec grand plaisir. Mais le plus important, c'est vraiment d'en parler autour de soi et de sensibiliser nos proches, nos amis sur ce sujet qui est beaucoup trop médiatisé et glamourisé. Avec des Paris Hilton, des Kim Kardashian. Oui, avec des Amber Heard aussi qui vient tout juste pour la fête des mères, s'est vue offrir des jumeaux à travers gestation pour autrui. On a Emily in Paris qui aussi a eu un enfant né par gestation pour autrui. Donc on a tous ces magnifiques VRP, parce que c'est des VRP pour moi, c'est les meilleurs VRP de la GPA, qui se montrent à la télé avec leur nouveau bébé. Oh, c'est incroyable, regardez, c'est fabuleux.
c'est terrible. Les gens ne savent pas en réalité ce qui se cache derrière tout ça. Ils ne savent pas. Moi, je prends toujours le cas de Paris Hilton. Pour moi, Paris Hilton, c'est pas parce qu'elle ne pouvait pas porter d'enfant, c'est qu'elle avait peur de l'accouchement. Donc, elle a préféré faire prendre le risque à une autre femme d'accoucher à sa place, et pour pas qu'elle ait peur pendant l'accouchement. Puis ça permet de rester mince, de pas avoir Ça permet de rester mince, ça permet aussi aux actrices de garder la ligne et de ne pas avoir de vergeture et de pouvoir continuer leur carrière. Ça permet aux chanteurs, aux chanteuses de ne pas s'arrêter. Ça permet à un grand nombre de personnes. En fait, c'est pas utilisé comme moyen pour pour aider les couples infertiles. Maintenant, c'est plutôt des gens qui, quand on voit à la télé, c'est des gens qui veulent préserver leur corps. Qui veulent préserver leur corps. Mais on dit souvent aussi que, ça aussi c'est quelque chose qu'on me balance souvent, c'est un traitement contre l'infertilité. On me dit la GPA, c'est un traitement contre l'infertilité, c'est pour les gens infertiles. Alors, je pense aux personnes qui sont infertiles, je pense à eux, je souffre avec eux, je sais que c'est extrêmement difficile. J'ai une amie très proche qui a souffert de ça et c'est très difficile. Moi-même, j'ai de l'endométriose profonde. Je ne pensais pas pouvoir avoir d'enfant. J'en ai eu 3. Bon, c'est des miracles. Mon gynécologue, il n'en revient toujours pas à ce stade. Mais ça ne traite pas l'infertilité. Les personnes qui vont à l'hôpital, ils ressortent toujours infertiles. Ils ressortent juste avec un enfant. Et aujourd'hui, la médecine, elle est là pour traiter, pour soigner. Elle n'est pas là pour vendre des enfants et pour vendre des femmes et pour louer des femmes. Aujourd'hui, c'est catastrophique. Qu'est-ce que tu attends du monde politique en France? Qu'est-ce que tu leur demandes? Aujourd'hui, j'attends que les politiques en France se motivent et qui comprennent qu'aujourd'hui, la France, c'est le pays des droits de l'homme. C'est le pays des droits de l'homme. Le monde nous regarde. Il faut qu'on soit fort. Il faut qu'on prenne une décision sur la GPA qui montre un petit peu le chemin pour les autres pays, comme l'Italie l'a fait. Et il faut se bouger. Il faut interdire les Français d'aller à l'étranger, de revenir avec un enfant. Il faut que la France protège les femmes de pays pauvres, des femmes dans d'autres pays. Il faut que la France soit exemplaire. Il faut que la France montre qu'on est le pays des droits de l'homme. Voilà. On a vu sur les réseaux sociaux, je ne vais pas citer les noms, mais des couples d'hommes gays se vanter, bon bref, médiatiser le fait qu'ils ont eu des enfants par GPA. Quand on leur reproche, en règle générale, ce qui vient souvent, c'est l'argument de l'homophobie. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais leur répondre? Au tout début de ma lutte contre la GPA, on a commencé à me sortir « Oui, Olivia, t'es homophobe, tu fais ça parce que tu es homophobe ». Sauf que le problème, c'est que, et ça a été débunké très très facilement et très rapidement, c'est que je milite contre la GPA et pour l'abolition de la GPA pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a plus de couples hétérosexuels qui ont recours à la GPA que de couples homosexuels. Donc ce n'est pas une affaire d'homophobie, absolument pas. Moi, j'ai toujours été pour que les homosexuels se marient, pour qu'ils soient heureux, pour que chacun vive leur vie, mais comme ils le veulent et comme ils le souhaitent, mais qu'ils ne viennent pas acheter un enfant, c'est tout. Mais ce n'est pas... l'homophobie, c'est comme être... C'est pareil que... Comment dire? Au tout début, on m'a traité aussi de facho. De toute façon, à chaque fois qu'on est contre quelque chose de progressiste, que certaines personnes considèrent progressiste, on est traité de facho, d'extrême droite, d'homophobe. On nous sort toute la panoplie d'excuses. Ça n'a rien à voir. Là, on est au-dessus de tout ça. On parle de dignité humaine. On est là pour protéger les enfants, pour protéger les femmes de ce monde contre un marché. Donc ça n'a rien à voir avec l'homophobie, ça n'a rien à voir avec être de droite, être de gauche. D'ailleurs, on ne sait même pas si je suis de droite ou de gauche, personne ne le sait. Et je suis très contente que ça soit caché. Ça n'a pas de religion. Donc voilà,
Quand les gens me sortent l'homophobie, je rétorque justement que la grande majorité, c'est des hétérosexuels qui ont recours à la GPA. Donc si je milite pour l'abolition de la gestation pour autrui, je milite pas contre Oui, les tu gens vas toucher hétérosexuels. Quoi. plus de vies de personnes hétérosexuelles au bout Je du bout touche que... beaucoup plus de personnes Oui. hétérosexuelles qu'homosexuelles. Ouais. On est à 70% de couples hétérosexuels qui ont recours à la GPA contre 30% de couples homosexuels. Donc, oui, c'est pas un argument. c'est pas un argument et ça sera jamais un argument. Par contre, ce que je reproche à ces personnes-là qui viennent sur les plateaux TV et qui se plaignent que justement on est homophobe, c'est qu'ils effacent totalement la mère. Moi, ça, c'est un gros problème que j'aimerais qu'on aborde un peu plus. C'est qu'on met... alors, je n'ai rien contre, et je vais le citer, je n'ai rien contre Christophe Beaugrand et son mari. Mais par contre, faire des posts, faire des vidéos et de dire que son enfant n'a pas de maman, ça, je trouve ça abject. Je trouve ça abject. Et là, c'est un mensonge aussi. Bon, son enfant, tu n'as pas de maman. Oui, Si. ton enfant a une maman, justement, il a une maman. Il n'est a juste pas peut-être deux éduqué papas. par... Il n'est pas éduqué par la maman, mais il a une maman, il vient bien d'une maman, il vient bien d'une femme. Et ça c'est violent. Ça, je trouve ça je trouve ça très violent. Surtout qu'un jour, cet enfant va regarder cette vidéo et se dire mon papa a quand même un jour dit que je n'avais pas de mère. Ah, ok. Violence. Olivia, merci beaucoup d'être venue témoigner sur ce plateau. J'avoue que, je trouve que c'est un témoignage bouleversant. Nous invitons les personnes qui ont regardé cet entretien jusqu'au bout à acheter ton livre, à le lire attentivement. C'est un livre extrêmement fort, extrêmement bien documenté, extrêmement profond. Honnêtement, tu as fait le taf. Et ça doit être salué, ça doit être diffusé. Voilà, merci infiniment. Et puis on invite aussi les personnes qui regardent cette vidéo à la partager autour d'elles, à faire leur partie du travail pour diffuser ton message. Merci. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne, on vous en remercie vraiment. Et si vous voulez nous aider à faire grandir cette chaîne, à diffuser ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker cette vidéo, c'est super important. Et puis à vous abonner évidemment à cette chaîne. Produire ces vidéos féministes a un coût, c'est pourquoi vous pouvez nous venir en aide en nous faisant un don sur le lien en description ci-dessous. Merci beaucoup.